Salut à tous, j'accueille Hugo Bayeul de l'agence Amphibie parce qu'il vient de donner une conférence dans la Brigade des Chefs, notre communauté privée. On a parlé de choses passionnantes, le but c'est qu'on fasse cette petite interview pour débriefer, pour que vous compreniez de quoi on a parlé et surtout que vous voyez quelles pépites on a sous la main parce que quelque part il y a eu de super conseils. Salut Hugo. Salut. Alors du coup, là pour commencer, je te laisse te présenter et nous dire, ok l'agence Amphibie, vous faites quoi, vous êtes combien, c'est quoi ton rôle, dis-moi tout. Ok, donc moi c'est Hugo, j'ai 28 ans, je suis associé au sein de l'agence Amphibie. Amphibie, on est une agence pure player sur WordPress et WooCommerce. On est effectivement basé à côté de Lille, on a une vingtaine de collaborateurs et on existe depuis 2018. Et tu me disais que en gros, l'agence Amphibie, elle est partie de zéro en 2018. Toi, t'es arrivé tout jeune, tout fringant, au poste de BizDev, business developer. Ça consistait en quoi, en fait? Bah, le poste de BizDev, ni plus ni moins, c'est le poste de commercial. Donc le rôle du business developer, c'est de s'assurer que les équipes effectivement aient une charge de travail suffisante, en quelque sorte que les plannings soient complets. Vraiment, le côté très commercial. Toi, enfin, tu sortais d'école à ce moment-là, où tu étais même encore alternance en école et tout ça, et tu t'es dit, je vais pas faire toutes les stratégies du monde, je vais en choisir une et je vais bien la faire. C'est ça? Ouais, tout à fait, Nicolas. Si tu veux, moi je suis arrivé, je suis amphibie dans le cadre de mon alternance en licence, puis en master, puis après j'ai signé naturellement un CDI après le master, et puis un an après, j'ai rejoint effectivement le board, hein, je suis devenu associé, et donc il y avait une stratégie commerciale à mettre en place, et l'enjeu, effectivement, au lieu de prospecter, on va dire, de manière très large, on a constitué un réseau de partenaires, ce qui nous a permis effectivement d'avoir de l'apport d'affaires de manière assez organique. Et du coup, pour un freelance qui nous regarde, on lui dit, OK, je vais me constituer un réseau d'apport d'affaires et tout ça. Concrètement, comment ça fonctionne? C'était quoi ton playbook à cette époque-là? Alors, je suis freelance, admettons, je veux constituer effectivement un réseau, je vois deux verticales, du réseau direct, c'est-à-dire bah, échanger avec des confrères hein, qui ont un métier similaire au mien en l'occurrence, d'accord? Ça c'est le premier levier. Parce qu'à un moment donné, vous pouvez avoir plus de charges, moins de charges ou des compétences qui sont quand même complémentaires malgré que vous ayez effectivement une expertise commune. Et ensuite et surtout, c'est de constituer un réseau très complémentaire à votre expertise. Je m'explique, vous êtes développeur, vous pouvez effectivement travailler avec un UX designer, vous pouvez travailler avec une agence de référencement naturel, vous pouvez travailler avec un photographe, une agence de référencement payante. Vous avez compris le principe. L'idée, effectivement, ça va être de constituer un écosystème pour que demain, effectivement, puisse être recommandé relativement facilement par le biais, effectivement, du réseau de partenariat que vous avez mis en place. Parce que le but, finalement, c'est de se dire, c'est peut-être un poil trop compliqué d'aller prospecter, donc démarcher des clients en frontal, alors que là, on a des personnes qui ont leurs propres efforts commerciaux, qui ont des leads entrants de par leur historique, antériorité, et on peut c'est pas dire, on peut avoir un rôle à jouer qui lui permette de signer des clients qu'ils n'auraient pas eu ou des choses comme ça. Et donc c'est vrai que c'était assez intéressant parce qu'on s'est quand même dit pendant ce live précédent, ah mais en fait quand je suis un freelance WordPress, je dois contacter tous les autres freelance WordPress, mais tant qu'à faire, je contacte aussi les graphistes autour de chez moi, les photographes, les rédacteurs, les référenceurs. Alors ceux à notre échelle, hein, donc des personnes, des sociétés unipersonnelles, mais aussi des agences en leur proposant quelque part de la sous-traitance. Comment est-ce qu'on les aborde, ces personnes-là, aussi bien agence que freelance? Toi, tu ferais comment? Tu as donné un début de réponse, hein, Nicolas. Par exemple, je vais venir targeter effectivement plutôt des agences, admettons, dans un premier temps, et je vais dire, bon, ok, Google, donne-moi les 10 agences SEO, admettons, autour de l'île. Et puis après, je vais proposer mes services. Donc la méthode la plus simple, c'est de constituer une base de données à partir de Google. Ensuite, vous allez directement sur LinkedIn, vous trouvez les bons personas. Ça peut être un directeur, ça peut être effectivement un commercial, par exemple. Et l'étape numéro 1, vous pouvez l'aborder directement sur LinkedIn. Voilà, c'est l'étape la plus simple, d'accord, la plus conventionnelle. Ou par exemple, on le sait tous, hein, les agences SEO, elles font des audits techniques SEO, mais elles n'ont pas forcément les compétences pour intégrer les recommandations techniques. Vous l'abordez avec cet angle d'attaque, qui est de dire, bah, écoute, moi je suis un expert technique WordPress, j'aimerais travailler pour toi, pour vous, d'accord? Et devenir effectivement un sous-traitant, un partenaire, ou voire même travailler en marque blanche. Oui, il faut être ouvert à toute forme de fonctionnement, en fait. C'est ce que tu nous dis aussi. Et
on pourrait se décourager de pas avoir de réponse aussi. Il y a un petit côté où toi, t'es commercial, tu sais qu'il faut s'accrocher, mais pour beaucoup de gens, c'est pas aussi facile. Tu leur donnerais quoi comme conseil? Bah, le business comme l'entrepreneuriat, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc en fait, il faut créer de la récurrence. C'est-à-dire que demain, vous vous dites à partir de la semaine prochaine, je mets en place une base de données tous les 2 jours, je prospecte tous les 2 jours autant de personnes. Et à un moment donné, il va y avoir du résultat, hein. C'est une certitude. Bien évidemment aussi, la bonne pratique, c'est pas de s'arrêter à un message. Peut-être effectivement d'émettre une relance, voire une deuxième. On peut même aller encore plus loin, mais ça nécessite un niveau d'expertise un peu plus important. Vous pouvez par exemple vous allier d'un outil comme Casper qui va vous permettre de récupérer le mail et voir même le numéro de téléphone de la personne. Bon, comme je le disais, c'est le niveau numéro 2, on va dire, mais on peut également avoir ces volets de prospection également. Et dans ces messages qu'on leur envoie, c'est quoi la bonne posture, la bonne approche? Qu'est-ce que tu leur raconterais? Qu'est-ce que tu dirais, toi, pour capter l'attention et aller vers un rendez-vous? Alors il y a la méthode AIDA qui marche bien, je laisserai effectivement ceux qui écoutent cette vidéo checker à quoi ça correspond. Très clairement, il faut donner envie, il faut dégager faut parler de votre valeur. Voilà pourquoi. Soyez concis. Commencez pas effectivement à faire un roman. La personne qui vous lit, partez du principe qu'elle n'a pas le temps déjà. Donc au moins ça pose les bases. Donc soyez impactant dans le message, mettez directement la valeur et mettez un CTA tout de suite à la fin de ce message en évoquant effectivement des disponibilités. Petite strate sur les disponibilités, ne demandez pas un échange pour demain. Dans l'inconscient humain, on accepte beaucoup plus facilement un rendez-vous quand il est dans 3 ou 4 semaines. Après, il y a un processus de relance, on s'entend, mais voilà, petit tips pour en citer d'autres, mais voilà. Ah, j'aurais pas vu aussi loin que 3 à 4 semaines quand même. Tu nous disais également que pour pouvoir faire ce travail-là, il faut être quand même au clair sur son positionnement. Oui, bah, tout à fait. Il y a un moment donné, en fait, vous écrivez pourquoi elle va vous répondre, quelle est votre force, quelle est votre différenciation, votre avantage concurrentiel. Et à partir de là, effectivement, la personne elle va vite comprendre ce que vous faites, à qui vous adressez, pardon, et quelle est la valeur ajoutée de votre expertise. Donc oui, c'est important d'avoir un avantage concurrentiel, comme je le disais, ou une différenciation. Donc il faut un positionnement, on va dire, relativement fort et une capacité de délivrer bien naturellement. Mhm. Et on se disait aussi à l'occasion de ces échanges avec la communauté que ça, c'est quelque part une démarche de constitution de réseau, de prospection de réseau. Certains me disent ouais, mais moi je vais dans des réseaux à côté. T'en penses quoi? C'est complémentaire. Les réseaux physiques qui reviennent, qui sont revenus, c'était un petit peu étouffé, on va dire, avec le Covid et après Covid. Moi, je recommande effectivement au début de son activité, on a du temps. On a du temps à donner, on a du temps pour présenter qui on est, on a du temps pour se faire voir quelque part de manière 360. On a du temps également et on se doit surtout de parler de son activité, d'échanger. Donc pour moi, c'est plutôt un levier complémentaire. Il ne faut pas compter sur ce réseau-là pour avoir un levier, on va dire, tout au long de l'année de business. Ça suffira pas, c'est une certitude. Par contre, je le recommande, mais couplé à d'autres actions, comme par exemple la prospection de partenaires. Mhm. Ouais, super. Tu disais aussi qu'il faut réussir à prendre la parole, à montrer, sur LinkedIn notamment, qu'on dit des choses intéressantes. C'est ça. Encore une fois, ce que je recommanderais, c'est pas le volume, c'est pas le sprint, c'est la récurrence. Donc dites-vous, par exemple, ce qui me paraît modéré, tous les 15 jours, je vais poster sur LinkedIn. Peu importe que vous fassiez 3 likes, 4 likes, 10 likes, on s'en fout. L'idée, c'est effectivement d'occuper le terrain, d'avoir une récurrence. Et à un moment donné, ben, quand vous allez vous retourner, ça va faire 2 ans que vous publiez sur LinkedIn, les impressions sur vos posts vont augmenter, et surtout le fait de parler de votre activité, de vos références, ça vous donne du crédit. Donc moralité et conclusion, n'ayez pas peur de prendre la parole. Mhm. Et du coup, tu nous disais aussi que dans votre agence, vous avez une particularité, vous avez 60% de récurrence. Vous avez des clients qui, tous les ans, restent clients et ont toujours des besoins. C'est quoi la clé là-dedans? Ben, c'est effectivement ce que je recommanderais et ce qu'on a poussé dès le démarrage de l'activité amphibie, c'est vraiment de développer la partie récurrente, c'est-à-dire votre portefeuille de clients actifs. Donc, c'est très bien de vendre un projet. Félicitations, effectivement, si vous avez réussi à vendre un projet, mais derrière, effectivement, il y a déjà
ce regard ou cette vision à 6 mois, à 12 mois, en vous disant, OK, il faut que j'arrive à constituer un portefeuille. Donc de la récurrence, Nicolas, ça peut être effectivement 4 jours d'accompagnement par an, où vous allez dire au client, moi je continue à t'accompagner sur la partie technique et stratégique de ton site. Et puis, tout comme l'exemple que je prenais avec LinkedIn, à un moment, vous allez vous retourner au bout de 3 ans, 4 ans, parce que le temps passe vite, et puis vous allez avoir constitué un portefeuille d'une dizaine de comptes, et ça vous générera peut-être 25, 30 000 euros de récurrence. Donc je sais que sur le profil indépendant, il y a souvent l'image des 10 k par exemple mensuels, mais je pense que les 20-30 k de MRR certifié entre guillemets tous les ans, ça a quasiment autant de valeur. Tout au moins, ça permet de pas démarrer de zéro. Et pour autant, on s'est aussi dit, c'est pas avec juste de la maintenance technique, les mises à jour de sécurité qu'on peut faire tout ça. Il faut qu'on apporte plus de valeur. Et là, le shift, il est assez fort pour certains. On peut pas rester que dans l'opérationnel et donc le correctif et le préventif. Il faut aller plus loin, il faut devenir un vrai partenaire stratégique quelque part. Il faut avoir un Hmm. cœur avec les clients. Ouais, carrément, Nicolas, bah, t'as tout résumé, hein, t'as raison là-dessus. L'idée, c'est pas de rester greffé à de l'opérationnel. Parce que déjà, si vous faites que de l'opérationnel, cette partie accompagnement, vous n'allez pas la vendre. D'ailleurs, lapsus, j'ai pas utilisé le mot de maintenance, mais j'ai utilisé le mot accompagnement. Donc, oui, il faut enregistrer des connaissances, du savoir autour de son métier, de notre métier, d'accord, pour devenir un partenaire clé pour votre client, ce qui vous permettra de le contenter, de le fidéliser et de faire croître effectivement votre portefeuille global. J'ai des questions pour la fin. Tu nous as dit aussi que 2024 et 2025 n'avaient pas été de super années pour le marché. Comment se profile 2026? Tu le sens comment? Comme 2024 et 2025. Donc il va falloir Meilleures années. s'accrocher. Non, il va falloir s'accrocher. Je pense que là, c'est pas de tabou par rapport à ça. Je pense que tout le monde le constate, et pas que sur le marché du digital, qui pourtant a longtemps été un marché un peu sauvé quelque part, hein, parce qu'il y a beaucoup d'investissements de la part des sociétés sur le vertical digital, e-commerce, etc. Donc oui, il va falloir continuer à s'accrocher, mais je pense que le fin mot, c'est de faire de la qualité dans ce qu'on produit, parce que je reste à penser qu'à partir du moment où on délivre quelque chose de qualité, il y a toujours du travail pour, excusez-moi l'expression, mais pour les gens qui bossent bien. Donc je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur la délivrabilité de vos projets et aussi bah, continuer à pérenniser vos clients actifs. Et ultime question. Il y en a qui disent que ça sert plus à grand chose d'avoir un site internet, que c'est désuet, ci et ça. Le marché, il te dit quoi, toi? C'est une bonne question et des fois je suis partagé là-dessus, mais on va se dire les choses. Le minimum syndical, quand bien même effectivement vous avez une activité, allez, on va rentrer dans les stéréotypes, peut-être dans le bâtiment, admettons. Bon, c'est toujours sympa d'avoir tout de même une carte de visite digitale, on va l'appeler comme ça. Je recommanderais de modérer les investissements en ayant, on va dire, une page unique où tout au moins, effectivement, on retrouve les informations pratiques, quelques visuels sympas sur des chantiers réalisés. Mais effectivement, si la personne est indépendante, elle a assez de business pour constituer son portefeuille, elle n'a pas forcément besoin du digital. Mais à un moment, une société, c'est un tout. Je pense effectivement que le site internet reste quand même dans ce tout aujourd'hui et qui ne doit pas être mis de côté. Hmm. Donc il y aura toujours des besoins de site internet, malgré l'IA, malgré ci, malgré ça. Il y a toujours un marché, il y a toujours des entreprises qui vont vouloir créer ou faire refondre leur site. Et c'est une question intéressante, Nicolas. Tu as pas mal de boîtes qui surfent sur les sites internet n'existeront plus demain. La réponse que je donne à aujourd'hui, c'est bah, d'où l'IA se nourrit, me semble-t-il. Si je dis pas de bêtises, elle se Ouais. nourrit des sites internet. Alors il y aura peut-être moins d'efforts, effectivement, d'UI, admettons, hein, sur Oui. des animations, mais il y aura toujours une nécessité à avoir une base de données, on va dire, pour que l'IA puisse venir piocher. Et puis, il faut dire les choses, hein, aujourd'hui, alors, ça va croître énormément, mais les LLM, c'est 1 à 3% de part de marché aujourd'hui, faut pas l'oublier. Oui, en termes de trafic, c'est pas encore, c'est une goutte d'eau parmi tout le reste. Ça va aller vite, mais pour l'instant, il y a encore du job. Mhm. Le vrai mot de la fin. Quelqu'un qui se lance aujourd'hui en 2026, c'est quoi le conseil que tu donnes le plus alors que sur le papier, le commercial, c'est pas trop son fort?
Il n'aime pas prospecter, raison de plus, et la boucle sera bouclée par rapport au début de l'entretien. C'est-à-dire constitue-toi un réseau, dans un premier temps, comme tu le disais, Nicolas, avec potentiellement des amis qui pratiquent un métier complémentaire au tien. Voilà, fais-toi un petit peu mal, constitue-toi le réseau, et d'ici un an, tu n'auras plus besoin de prospecter, tu auras fait le plus dur, et en 2027, tu pourras te concentrer sur ce que tu aimes faire, c'est-à-dire produire. Super. Le mot de la fin, nickel. Merci Hugo d'avoir joué le jeu. Et du coup, pour ceux qui voudraient suivre ton actualité, et surtout l'actualité d'Amphibie, site internet, LinkedIn, vous êtes où? Les deux. Site Les deux. internet, LinkedIn, c'est déjà pas mal, et un peu YouTube, tout doucement, on arrive avec un podcast. Donc voilà les trois médias, si on veut appeler ça comme ça, sur lesquels on se positionne. Super, bah écoute, on mettra les liens en dessous. Merci d'avoir joué le jeu, merci à vous de nous avoir écoutés, et du coup, à la prochaine. À bientôt.